Chers wargamers et wargameuses, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emporter dans des contrées sauvages, loin de la métropole, loin même de l'Europe. Et pour une fois, on va quitter le cadre de la Seconde Guerre mondiale et plonger dans le passé, au XVIIIe siècle pour être exact. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, de découvrir avec moi Bayonet and Tomahawks, un jeu de chez GMT Games, créé par Mac Rodrigue. Qui de mieux qu'un Québécois pour nous offrir un jeu se déroulant dans la belle province? Le jeu vous propose en effet de rejouer la guerre de 7 ans dans son théâtre américain, celui où tout a commencé. Le jeu vous permettra donc à deux joueurs de s'affronter en prenant les rênes des forces de l'Empire britannique ou de la France royale, au travers de plusieurs scénarios, des plus courts couvrant 1 an à la campagne complète qui court sur 5 ans. Historiquement, la guerre de 7 ans trouve sa source dans les tensions entre colonies nord-américaines, notamment pour le contrôle de la vallée de l'Ohio. Durant les 2 voire 3 premières années du conflit, la France prend le dessus en compensant notamment son infériorité numérique par de fortes alliances avec les peuples indiens. Au milieu de la guerre, le poids de l'Amérique, les armées anglaises et surtout la flotte anglaise commencent à inverser la tendance, permettant de grandes opérations, plus ou moins abouties, mais isolant de plus en plus la colonie de la métropole, alors même que les récoltes sont mauvaises. À la fin de la guerre, la France a perdu sa colonie canadienne pour toujours. J'avoue que changer un peu du cadre de la Seconde Guerre mondiale fait du bien, d'autant plus dans ce théâtre d'opération qui m'intéresse particulièrement. Alors préparez-vous, nous allons couvrir le jeu, du matériel aux règles, et ça vaut le détour. Niveau matériel, on est sur des standards habituels chez GMT. Comme d'habitude, nous allons en vitesse regarder ce que contient la boîte de jeu. Commençons par cette magnifique carte de l'Amérique du Nord. Rien qu'avec cette carte, on commence déjà à s'y voir et on se projette dans le jeu. C'est une grande réussite et elle est bien lisible. Le côté point à point y est sans doute pour quelque chose. Nous allons la regarder en détail dans le prochain chapitre. On trouvera évidemment le livret de règles, 24 pages tout de même pour vous expliquer les règles du jeu. Il est accompagné d'un playbook de 48 pages bien complet. Et attendez, 2 fois plus de playbook que de livret de règles? Il n'y a pas une petite entourloupe là? Oui, clairement, c'est en général un signe quand le livret de règles est beaucoup plus petit que le playbook. Je ne vais pas vous mentir, les règles ne sont pas compliquées, mais clairement, il y a besoin du playbook pour bien comprendre les situations, notamment le combat. Une fois qu'on a pigé le truc, tout s'éclaire, mais la première marche peut être un peu haute. Heureusement, on est accompagné par 2 aides de jeu cartonnées qui vont récapituler les grands points importants. Gardez-la près de vous, cette aide de jeu vous sera d'un grand secours. On trouve ensuite 5 feuilles cartonnées. 4 sont recto verso et vont détailler les 4 scénarios pour chacun des camps, les placements de départ, les bonus de tour, les conditions de victoire. La 5e décrit le positionnement des peuples indiens sur la carte. 3 paquets de cartes vous permettront d'activer vos troupes, 21 cartes pour les Français et les Anglais, 12 pour les Indiens. Car oui, ils sont activés séparément. On trouve ensuite de nombreux pions d'unité, les différents marqueurs, et enfin, les dés propres au jeu. Voilà pour l'ensemble du matériel. Voyons désormais en détail la carte du jeu. Regardons cette magnifique carte dans le détail. C'est une carte dite point à point. Pas de déplacement par hexagone, ici on suit des lignes de déplacement qui relient des points entre eux. On aura plusieurs types de points. Les petits cercles blancs entourés de noir sont des espaces dits de wilderness, des lieux sauvages où on peut passer. Les petits cercles colorés en rouge ou en bleu sont des avant-postes, outposts, des lieux de présence de colons en petit nombre. Les chiffres indiqués représentent les points de raid, nous y reviendrons plus tard. Les gros cercles colorés en rouge et en bleu sont eux des spaces colonisés. Ici, on est sur du gros village, des bourgs, la présence de colons est importante. Tout espace bordant une mer est appelé un espace maritime. Certains de ces espaces sont cerclés de jaune. En prendre le contrôle rapportera des points de victoire. Les espaces pourront soit être contrôlés par une nation, soit neutres. On parlera de home space pour les espaces cerclés ayant une icône à l'intérieur, une fleur de lys pour les espaces français, une couronne pour les espaces anglais. Par défaut, chaque nation contrôle ses home space, les autres sont neutres. Certains espaces possèdent des silhouettes à leur côté. Il s'agit de milices. Ce sont des unités virtuelles simulant les milices locales qui défendent l'espace.
Si une unité adverse est la seule à occuper l'espace, c'est-à-dire sans milice, alors celui-ci change immédiatement de main. La nation adverse place un marqueur de contrôle et marque les points de victoire s'il s'agit d'un espace cerclé en jaune. Les gros carrés rouges sont de grandes villes anglaises, bien trop grosses pour être raidées ou contrôlées par le Français qui n'aura pas le droit d'y aller. Deux espaces français sont des espaces fortifiés. Il s'agit de Louisbourg et de Québec. Ces espaces possèdent deux emplacements de bastions pour représenter ces fortifications. De grosses zones colorées représentent les colonies. Elles sont identifiées par de grandes zones colorées, rouges pour les Anglais et grises pour les Français, et par leur nom écrit en grandes lettres blanches. Il y en a trois pour les Français: l'Acadie, le Canada et le Pays Nauru. Les colonies anglaises sont au nombre de 5: la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Angleterre, New York et New Jersey, la Pennsylvanie et le Delaware, et enfin la Virginie. Ces espaces coloniaux contiennent les home space, à part pour quelques avant-postes. On trouvera aussi des villages indiens. Ils sont soit indiqués par un cercle de couleur verte avec une feuille blanche, pour les villages indiens faisant partie des nations indiennes, soit par une petite feuille verte placée à côté d'un avant-poste ou d'une zone sauvage. Les nations indiennes sont au nombre de deux: la Confédération iroquoise et les Cherokees. Ces deux nations sont indépendantes et neutres en début de partie. Cela pourra changer au cours de la partie. Chaque village indien aura une unité indienne qui lui est rattachée. Le nom de celle-ci est indiqué en vert majuscule à côté du village indien concerné. Enfin, tous ces espaces sont reliés entre eux par deux types de chemins. Les grandes routes, ou highways, sont représentées par un gros trait blanc. Elles pourront être empruntées par n'importe quelle unité. Les sentiers, ou paths, sont représentés par des petits points. Seules les unités légères pourront les emprunter. Ces deux types de routes peuvent être côtières, ce qui permettra aux navires de les emprunter. Dans ce cas, ils sont entourés de bleu. D'ailleurs, profitons-en pour parler de la mer. Il y aura deux zones de mer: le golfe du Saint-Laurent et l'océan Atlantique. Ces deux zones maritimes sont délimitées par un trait entre Louisbourg et le Newfoundland. Tout en haut à droite se trouve l'Open Sea Box, la zone où l'on mettra les navires et les troupes qui sont en mer. Nous expliquerons ce mouvement plus loin. Juste à gauche de cette boîte se trouvent deux pistes. Celle du haut servira à compter les points de victoire, vers la gauche pour le français, dans l'autre sens pour l'anglais. De chaque côté, chacun aura une zone où mettre un jeton de points de victoire pour les brigades européennes détruites. En dessous se trouve la piste de combat. On y comptera les points de combat accumulés et on notera aussi à côté les relances possibles avec les généraux. En haut, à gauche, se trouve la piste des raids. On y compte les points de raid accumulés. À chaque fois qu'un camp atteint 8, il revient à 0 sur cette piste et marque un point de victoire. Juste en dessous se trouve la boîte des pertes pour les Français. On y mettra toutes les unités détruites durant la partie. Sur la droite de la carte, on pourra trouver la piste qui indique l'année en cours et en dessous, celle qui détaille les diverses phases d'action d'une année. Grosso modo, elle indique 9 mois durant lesquels on peut combattre. Plus bas, sur la droite, on retrouve la zone de perte pour le joueur anglais ainsi que la zone où stocker les brigades coloniales démobilisées. On termine ainsi le tour des informations de cette magnifique carte. 3 zones d'information vous rappelleront les points de mouvement, les déplacements terrestres et les déplacements maritimes. On retrouvera dans le jeu divers types d'unités que l'on pourra regrouper en 3 grandes familles. Chaque famille aura une forme dédiée afin de faciliter la compréhension. Les unités triangulaires seront les unités légères. Elles peuvent représenter des troupes indiennes, avec un bandeau d'identification vert, des troupes légères françaises, anglaises ou coloniales. Les unités carrées seront les brigades. On en distinguera deux types: les brigades métropolitaines, débarquées régulièrement par les flottes en provenance directe du vieux continent, et les brigades coloniales. Elles seront directement sur le terrain pour le français et levées chaque tour pour l'anglais. L'anglais possède un type de brigade métropolitaine spéciale, les brigades dites Highlands, identifiées par une lettre H, qui attaquent avant les autres brigades mais peuvent aussi prendre les pertes en premier. Et oui, quand on fonce dans le tas, ça fait des dégâts, mais ça se paye. Les unités rondes seront les unités de soutien: les canons, les forts, les navires et les bastions. En bonus, on aura les milices, dont on a déjà parlé. C'est un type d'unité qui n'a pas de pion, qui est représenté par des silhouettes près des grosses villes. On ne se déplace pas avec, elles défendent la zone et ne serviront que pour le combat. On trouvera aussi des commandants.
des unités carrées plus petites, qui indiqueront avec un système d'icônes quel type d'unité pourra utiliser les relances durant les combats. Nous verrons les combats plus tard dans la vidéo, évidemment. La plupart des unités ont deux faces. Elles pourront prendre une perte avant d'être détruites à la seconde perte. Ce n'est pas le cas des unités indiennes. Nous expliquerons les pertes durant le chapitre concernant le combat, mais gardez bien en tête que globalement, les unités infligent des pertes aux unités de la même forme. Durant vos tours de jeu, vous aurez dans votre main des cartes, 2 pour être précis, et vous aurez en utilisé une pour activer vos unités. On distinguera 3 grands types de cartes, les cartes rouges pour l'anglais, les cartes bleues pour le français et les cartes vertes qui sont les cartes indiennes, aussi jouées par le français. Les cartes de l'anglais et du français sont aussi divisées en deux groupes. Les cartes du build-up, qui seront tirées en début de tour, et les autres cartes. Sur chaque carte, on retrouvera les informations suivantes. L'icône de faction, une couronne pour l'anglais, une fleur de lys pour le français, et une feuille pour les cartes indiennes. Des points d'action à dépenser pour activer vos unités. Une valeur d'initiative, le nom et le texte de l'événement à jouer, quand il y en a un, le numéro de la carte, un marqueur AR Start qui, s'il est présent, indique que l'événement de la carte a lieu avant que le joueur n'effectue leur tour. Un marqueur Build-up pour les cartes du début de tour, et des marqueurs d'année pour certaines cartes dont l'effet est limité dans le temps. En début de tour, chaque joueur reçoit une carte et doit choisir entre celle-ci et sa carte de réserve. J'expliquerai juste après le principe de la carte de réserve. Regardons en détail la séquence de jeu. Quel que soit le scénario choisi, vous jouerez au moins une année. Et chaque année se découpe de la même manière. On aura 9 rounds d'action et 3 rounds de logistique. On retrouvera ces rounds à droite sur la carte du jeu. Les rounds en jaune sont les rounds de build-up, les rounds en blanc sont ceux de campagne, et les rounds en gris sont ceux de la logistique. Dans les rounds d'action, au nombre de 9 donc, chaque joueur pourra jouer une carte, en appliquant l'éventuel événement, déclencher des actions, puis résoudre les combats du round. Les 3 premiers rounds sont des rounds de build-up. Les cartes proposées ont en moyenne moins de points d'action que celles de campagne. Avant le premier round d'une année, chaque joueur reçoit 2 cartes de son camp, et n'en garde qu'une, qui sera sa carte de réserve. On ne tire pas de carte indienne à ce moment-là. Ensuite, à chaque round, les joueurs tirent une carte de leur nation, du paquet build-up ou du paquet de campagne, en fonction du round. Ils choisissent alors d'utiliser soit leur carte de réserve, soit la carte qu'ils viennent de tirer. La carte non utilisée devient la nouvelle carte de réserve. En plus de cela, le joueur français tire une carte indienne, et une seule, pas de choix pour les Indiens. On commence par 2 rounds de jeu où les cartes sont tirées du paquet build-up. Et ensuite la première phase logistique, l'arrivée des flottes, durant laquelle chaque joueur reçoit des navires et des renforts envoyés depuis l'Europe. On rejoue un tour de build-up, et on passe à la deuxième phase de la logistique, la levée des troupes coloniales, durant laquelle les milices coloniales anglaises sont levées dans les colonies et placées sur le plateau. La première partie d'une année est terminée, on enchaîne ensuite 6 rounds de campagne en piochant les cartes dans le paquet de cartes campagne. À chaque fois, on continue donc à choisir entre jouer la carte de réserve ou la nouvelle carte tirée, l'autre carte devenant la carte de réserve. Notez que, du coup, on peut avoir une carte de build-up qui se retarde dans l'année si on l'a gardée en réserve. À la fin de cette phase de campagne, on entre alors dans la dernière phase de logistique, l'hivernage. Nous allons voir tout de suite ce qu'il se passe durant les phases d'action, ou action round. Nous détaillerons les 3 phases de logistique plus loin dans la vidéo. Durant un round d'action, ou AR, chaque joueur va choisir une de ces 2 cartes pour la jouer. Nous allons faire le retour ici de ce qu'il peut faire avec. Dans l'ordre, voici ce qu'il se passe dans chaque tour. Chaque joueur pioche une carte dans son paquet de cartes de faction. Pour rappel, on le fait dans le paquet build-up pour les 3 premiers AR, puis dans le paquet de campagne. Le français pioche aussi une carte du paquet indien. Chaque joueur choisit de jouer une carte, soit celle qu'il vient de tirer, soit celle qu'il avait mis en réserve. Les cartes non jouées deviennent celles de réserve. Notez que même après les tours de build-up, on peut jouer une carte de build-up si celle-ci est restée en réserve. Les cartes choisies, ainsi que la carte indienne, sont révélées. Le camp, dont l'initiative, le dé indiqué sur la carte révélée, est la plus haute, choisit qui jouera en premier durant ces rondes. En cas d'égalité, le français choisit qui sera le premier joueur.
On résout les éventuels événements du début de round, marqués AR Start, en commençant par la carte du premier joueur. Le premier joueur fait sa phase d'action et peut éventuellement garder une action en réserve. Le second joueur fait sa phase d'action. Le premier joueur peut utiliser une action qu'il avait gardée en réserve. On résout ensuite les batailles et on termine le tour en déroulant la fin de tour pour gérer le ravitaillement et tenter de rallier les troupes. On suit cette procédure à chaque AR. Passons maintenant aux détails d'une phase d'action. Lors de la phase d'action du joueur actif, il y a aussi une procédure à suivre. En premier lieu, si le joueur actif a des troupes dans la case de navigation, la sail box en haut à droite du plateau de jeu, il doit accomplir un débarquement. Si le joueur actif est le français, il doit commencer par utiliser sa carte indienne pour activer des unités indiennes, et uniquement elles. Si le joueur actif est le premier joueur du tour, il peut décider de garder une de ses actions en réserve. Si c'est le cas, il met un marqueur réaction dessus. Évidemment, si le français est le premier joueur, il ne garde pas d'action de la carte indienne, puisqu'il a dû la jouer en premier. Le joueur actif utilise ensuite ses actions qui lui restent sur sa carte. Bien, on a nos procédures, mais que faire au juste durant son tour de jeu et ses phases d'action? Comment dépenser ses actions? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Sur chaque carte, nous avons donc des points d'action. Chaque point d'action ne permettra d'activer qu'une et une seule pile. Il faudra donc bien choisir. Il y a 3 types d'actions. Les points d'action triangulaires sont appelés Light AP. Ils ne peuvent être utilisés que pour activer des unités légères, dont la forme est triangulaire donc. Si c'est un triangle sur une carte indienne, il ne permettra que d'activer des unités indiennes de la même nation indienne. On rappellera que la nation est indiquée en blanc sur la bande blanche de bas de pion. La plupart des nations indiennes n'ont qu'une seule unité. Gardez cela en mémoire. Si c'est un triangle d'une carte d'une nation, il permettra d'activer toutes les unités légères d'une pile ainsi qu'un commandant, même s'il y a plusieurs nations indiennes mélangées. Les triangles des deux grandes nations sont donc plus puissants que ceux des Indiens et peuvent faire avancer beaucoup de monde d'un coup. Les unités activées peuvent faire partie d'une pile et divers types d'unités, mais seulement les unités légères et l'éventuel commandant seront activés ici. Les points d'action carrés sont appelés Army AP et permettent d'activer n'importe quel type d'unité d'une pile donnée. Si une ancre est présente sur l'Army AP, vous pouvez faire un déplacement naval ou un déplacement normal. Le français possède aussi des cartes avec des actions doubles qui vous permettront de jouer soit un Light AP, soit une Army AP. À vous de choisir en fonction de vos besoins au moment où vous jouez cette carte. Certains points d'action ont un x2 dessus. Cela vous permettra d'effectuer une action, mais en doublant les effets. Vous pourrez déplacer votre pile 2 fois plus loin. Vous pourrez exécuter un raid 2 fois plus loin. Vous pourrez embarquer et débarquer dans le même tour avec une carte d'armée qui a une ancre. Bien, on a vu les différents types d'actions et de points d'action, mais concrètement, on en fait quoi? C'est là que le tableau page 9 du livret de règles nous vient en aide. Il détaille ce qu'il est possible de faire à chaque type de point d'action. On pourra donc effectuer un raid, déplacer une pile d'unités légères avec une Light IP ou n'importe quelle unité d'une pile avec un Army IP en embarquement au maximum un commandant. Réunir ses troupes, faire de la construction, faire un mouvement naval. Ce sont là les 5 types d'actions que vous pourrez réaliser avec des points d'armée. On va détailler chacune de ces actions dans les chapitres suivants de la vidéo. Vous retrouverez ces actions sur l'aide de jeu de manière plus complète que ce petit tableau récapitulatif de la page 9. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de regarder les dés utilisés dans Bayonets and Tomahawks. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas ici des dés de 6 classiques, mais des dés dont les faces sont exprimées des touches portées ou non. On trouvera sur 2 faces un drapeau. Celui-ci servira à exprimer un résultat positif lors d'un combat, mais sans que cela ne débouche sur des pertes chez l'adversaire. Voyez cela comme de la manœuvre. La face blanche avec un petit croissant sera un échec. On trouvera 2 faces de touches marquées par une goutte de sang, un carré et un rond, l'autre un triangle et un rond. Enfin, on trouvera une face Bayonet and Tomahawks. Nous détaillerons l'impact de ces jets durant le chapitre dédié au combat. Lorsque l'on active une unité ou une pile d'unités, on peut la déplacer, mais cela répondra évidemment à quelques règles que nous allons voir maintenant. On distinguera 3 types de mouvements. Le mouvement léger, qui permettra de n'activer que des troupes légères, pour rappel ce sont les troupes de forme triangulaire. Le mouvement maritime, pour embarquer des troupes. Et le mouvement d'armée, pour déplacer une pile de n'importe quel type.
Le point d'action utilisé dictera évidemment le type de mouvement que l'on peut effectuer. Lorsque l'on se déplace entre deux points, le mouvement est sujet à une restriction en fonction du type de route que l'on emprunte. Ces limitations sont décrites dans le tableau 10.1 du livre de règles. Lorsque l'on utilise un sentier, on ne pourra prendre que des unités légères et un maximum de 4 unités. Sur une route, que l'on pourra construire durant la partie, on pourra prendre jusqu'à 8 unités de tout type avec un maximum d'une artillerie. Enfin, sur les grandes routes, nous serons limités à un maximum de 16 unités de tout type. On rappellera au passage que les navires ne peuvent faire un déplacement classique que le long de chemins en bordure d'eau, les chemins bleus. Le fait de se déplacer d'une connexion à une autre coûte un point de mouvement. Les bastions et les forts ne peuvent se déplacer. Les unités légères ont 3 points de mouvement. Toutes les autres unités 2. Les déplacements seront donc longs et la mobilité réduite. Lorsqu'une pile se déplace, elle prend le contrôle du territoire si celui-ci n'est pas défendu. S'il est défendu par des troupes ennemies ou des milices, alors un combat aura lieu à la fin du tour. Une pile qui quitte un espace colonisé adverse doit y laisser une unité si elle veut en garder le contrôle. Si elle le quitte sans laisser sur place une ou plusieurs unités, elle en perd le contrôle. Les points de victoire sont immédiatement mis à jour en cas de prise de contrôle ou de perte de contrôle d'un espace fournissant des points de victoire, avec une bordure jaune donc. On aura à prendre en compte quelques restrictions sur les mouvements. Une pile sur un même espace que des unités ennemies ne peut pas bouger. Dans le cas où la pile est débordée, outnumbered, elle devra se déplacer, nous verrons cela plus tard, et pourra le faire avec un déplacement normal ou naval. Une pile activée avec un point d'action pourra laisser des unités sur les différents espaces qu'elle emprunte, mais ne pourra pas se diviser pour emprunter 2 chemins différents. Cela signifie que les unités laissées en chemin ne bougent plus. Une pile activée pourra déposer des unités ou en récupérer au passage. Évidemment, on ne pourra récupérer des unités, mais uniquement du type autorisé par le point de déplacement. Les points d'action indiens ne permettent de réunir que les unités d'une même nation indienne. Lorsque l'on active une pile, le total des points dépensés compte depuis l'espace de départ. Si on récupère des unités au passage, elles ne pourront se déplacer plus que le total restant. Par exemple, une armée récupère après un premier mouvement ne pourra effectuer que le second, et ce sera son dernier mouvement. Elle ne pourra pas aller plus loin, étant donné qu'on a déjà utilisé 2 points de mouvement en tout, le maximum autorisé par les déplacements d'armée. Une unité est dite débordée lorsqu'elle se retrouve avec un ratio strictement supérieur à 3 contre 1. Pour ce décompte, on tient compte des milices, mais pas des marqueurs de pénalité de bataille tels que le débarquement ou la déroute. De même, on compte en unités, quel que soit leur état. Une unité diminuée compte quand même pour 1. Dès qu'une unité est débordée, elle doit retraiter vers un espace adjacent. La pile ayant causé le surnombre peut ensuite continuer à bouger s'il lui reste des points de mouvement. Un mouvement d'armée permet de déplacer une pile comportant n'importe quel type d'unité, mais notez qu'une flotte utilisant ce type de mouvement ne peut transporter des troupes. Si la pile activée ne contient qu'un général, il ne pourra se déplacer que dans des espaces libres de troupes adverses tant qu'il est seul dans la pile. Avec un point d'action léger, on ne peut activer que des unités légères et au maximum un commandant. Rappelons que les commandants ne peuvent se déplacer que de 2 points de mouvement, et seulement le long des routes et des grandes routes. Cela limitera donc les capacités de mouvement de vos troupes légères si elles embarquent un commandant, les contraignant à utiliser les axes principaux. Avec un mouvement naval, des navires d'une pile d'unités peuvent transporter chacun jusqu'à 4 unités, de tout type, tant que ce sont des unités qui peuvent se déplacer, vers la boîte de navigation. Les unités présentes dans la boîte de navigation devront obligatoirement débarquer au début du prochain round. Ce débarquement ne coûte pas de points, mais les unités de la pile reçoivent un marqueur débarquement qui apporte un modificateur de combat de -1. C'est le moment de parler des 2 zones de mer. En effet, on ne peut faire un débarquement que dans une mer à laquelle on a accès. En début de partie, le français a accès aux 2 mers, alors que l'anglais ne peut lui utiliser que l'océan Atlantique. Pour pouvoir accéder au golfe du Saint-Laurent, il faut contrôler Louisbourg. Cette zone fortifiée est donc une cible importante pour l'anglais. Passons aux raids. Les raids sont des mouvements un peu spéciaux. Lorsque l'on active des points d'action pour activer une unité légère, il est possible, au lieu de lui demander de se déplacer, de faire un raid. Une seule unité est utilisée pour un raid. Une fois celle-ci sélectionnée, on doit désigner une cible. Il s'agira d'un espace adverse, un home space. Celui-ci doit être à portée de l'unité. Étant donné qu'on utilise une unité légère, il faut donc qu'il soit à 3 cases maximum. Historiquement, cela leur représente le fait de piller une zone d'habitation, de petits villages, des emplacements coloniaux dispersés et peu défendus,
dans le but de semer la terreur et d'amasser quelques butins. Notez qu'on ne peut pas raider les grandes colonies anglaises de la côte, comme le montre l'absence de points sur leur case. Le raid utilise les contraintes de mouvement habituelles, mais peut passer sur des espaces occupés par l'adversaire sans être obligé de s'y arrêter pour déclencher un combat. À la place, à chaque fois que l'on passe un espace occupé par une ou des unités ennemies, elles peuvent tenter une interception. Le point de règle 9.2 détaille le jet à faire pour réussir une interception. S'il y a une unité légère dans l'espace traversé, elle a 2 chances sur 3 de réussir son interception. S'il s'agit d'une autre unité, on passe alors à 1 sur 3. S'il n'y a pas d'unité ou pas de milice, on ne peut pas intercepter. L'interception est faite dans chaque espace traversé par l'unité légère qui effectue le raid, y compris l'espace de départ. On peut donc y avoir plusieurs jets à faire. Dès qu'un jet réussit, le raid est un échec et l'unité qui conduisait le raid retourne à son espace de départ. S'il n'y a pas d'interception ou qu'elles ont toutes échoué, on peut alors jeter un dé pour connaître le résultat du raid en lui-même. Comme vous pouvez le voir sur le point de règle 9.3, on a 2 chances sur 3 de réussir le jet. En cas de succès, on va marquer autant de points de raid que le chiffre indiqué dans la zone. On met ensuite un marqueur pour indiquer que l'espace a été pillé. Il ne pourra plus être pillé jusqu'à l'année suivante. Si la troupe légère qui a conduit le raid est une unité indienne, elle est alors placée dans la zone de perte. On considère que les Indiens repartent chez eux avec le butin amassé durant ce raid. Si c'est une troupe légère d'une autre nation, celle-ci retourne à son espace de départ et est indiquée comme ayant été utilisée. Dès que l'on atteint 8 points sur la piste de raid, on score donc un point de victoire et on retombe à 0. Les raids n'ont pas d'impact sur le combat, mais peuvent tout de même générer leur lot de points de victoire, surtout pour le français, grâce aux nombreux peuples indiens qui sont à ses côtés en début de partie et aux nombreuses unités légères. En toute logique, on cherchera dans un premier temps à conduire des raids sur les espaces les plus riches, les plus juteux. Mais rapidement, il faudra se rabattre sur des espaces plus faibles. Notez d'ailleurs que pour le français, il n'est pas forcément pertinent de conduire des raids avec des unités indiennes dès le début d'année. En effet, si les raids réussissent, il y aura alors moins d'unités indiennes à disposition pour peser sur les combats en eux-mêmes. Il faut donc savoir temporiser, surtout avec les Indiens, et utiliser plutôt les unités légères françaises dans un premier temps. Sur un espace où se trouve une pile qui n'est pas uniquement composée d'unités légères et qui ne soit pas en déroute, il est possible d'utiliser un point d'action d'armée pour réunir ses troupes afin de les concentrer dans un espace. Il est tout à fait possible d'effectuer cette action même s'il y a des unités adverses dans l'espace où on se situe avec l'unité qui fait l'action. Quand on utilise cet ordre, on peut faire venir des unités présentes dans les espaces adjacents à l'espace ciblé. L'unité qui a servi à réunir les troupes, ainsi que les unités déplacées, sont marquées comme utilisées et un marqueur -1 est mis sur la pile ainsi créée. On se servira évidemment de cette action pour renforcer une pile avant un combat important. Il est possible d'utiliser des points d'armée pour réaliser une construction, en activant une brigade ravitaillée et qui ne soit pas en déroute. L'espace où sera réalisée la construction doit être totalement exempt de troupes ennemies au moment où l'action est réalisée, sauf si une troupe ennemie y est débordée. On pourra réaliser les constructions suivantes. Lancer la construction d'un fort sur un espace qui n'a pas encore de fort ou de marqueur de construction et qui ne soit pas une forteresse qui possède encore des bastions. Remplacer un marqueur de construction de fort, déjà placé au round précédent, par un fort. Supprimer un fort ennemi ou un marqueur de construction de fort. Placer un marqueur de construction de route sur un sentier connecté à l'emplacement actuel de la brigade qui réalise l'action, et remplacer un marqueur de construction de route par une route. Désormais, ce sentier est considéré comme une route. Immédiatement après la construction, la brigade activée doit se déplacer dans l'espace qu'elle vient de connecter avec la nouvelle route. Elle peut être accompagnée d'unités présentes dans l'espace de départ et qui n'ont pas encore été activées. Marquez ensuite toutes ces unités qui viennent de se déplacer comme étant utilisées. Bon, rentrons dans le lard, le vif du sujet, la baston. Ce sera évidemment un élément central de notre partie. Une attaque se déroule quand des unités entrent dans un espace où se trouvent des unités ennemies ou des milices et qu'elles ne peuvent pas être débordées. On doit alors déterminer le défenseur, et cela se fait par ordre de priorité. Soit il s'agit de la faction qui avait déjà des unités dans cet espace au début du round d'action.
Soit il s'agit de la faction qui a des milices dans cet espace, soit il s'agit de la faction qui est arrivée en premier dans l'espace. L'autre faction est évidemment l'attaquant. Quand un combat a lieu, il faut préparer les piles de chaque camp pour le combat. Et cela commence par les milices. Pour rappel, chaque silhouette présente à côté d'un espace colonisé apporte une milice. La couleur est importante puisque les milices rouges combattent toujours pour l'anglais et les bleus pour le français, même si l'espace est occupé. On rappellera que si une unité ennemie pénètre dans un espace où se trouvent des milices, alors cela déclenchera un combat. On regarde ensuite les unités de même type qui sont réduites. Chaque faction va combiner les unités de même type réduites pour en faire des unités complètes. Pour suivre l'évolution d'un combat, on va utiliser la piste de combat présente sur le plateau de jeu. On indiquera en haut l'attaquant et en bas le défenseur. On utilisera aussi, si nécessaire, le tableau des relances des commandants juste à droite de cette piste. Lorsque l'on débute un combat, on place le marqueur de chaque camp sur 0, puis recule de 1 pour chaque malus accumulé, que cela soit dû à une retraite ou une fortification par exemple. Ensuite, si on a des commandants impliqués, il faut choisir celui qui dirigera le combat. Une fois choisi, impossible de revenir en arrière et le commandant reste le même pour tout le combat, sauf s'il meurt, évidemment. Chaque unité combattante lancera un seul et unique dé. Les commandants ne sont pas des combattants, mais offriront des relances durant le combat. Les unités du défenseur éliminées, durant le combat, lanceront quand même leurs dés avant d'être ensuite retirées. Quand toutes les unités engagées dans le combat ont lancé leurs dés, on lance ensuite pour les éventuelles milices, si elles n'ont pas été retirées par des résultats Bayonets and Tomahawks. Pour ce qui est de lancer les dés, on va respecter un certain ordre. En premier, l'attaquant lance ses dés pour tous ses groupes d'unités en respectant l'ordre d'attaque des types d'unités. C'est ensuite le tour du défenseur, y compris pour les unités éliminées par les attaques faites par l'attaquant, en respectant le même ordre d'attaque. Enfin, s'il reste des milices en place, elles lancent leurs attaques aussi. Je viens de vous parler des groupes d'unités, c'est à raison. On va jeter les dés par groupe d'unités. Voici un tableau qui montre comment on les groupe et dans quel ordre on va pouvoir lancer nos dés. Cela se complique donc, car on ne lance pas tout en même temps, et il y a des bonnes raisons à cela. En effet, le système de combat de Bayonet and Tomahawks est fait de telle manière que chaque type de troupe ne pourra faire des dégâts qu'à certains autres types. Bien, donc on a des types d'unités que l'on regroupe, ces unités vont causer des dégâts sur certains résultats de dés. Regardons cela en détail. Pour rappel, voici les différentes faces présentes sur les dés de combat. Les faces avec une goutte de sang et les formes d'unités, la face Bayonet and Tomahawks, les faces avec des drapeaux, et les faces d'échecs. Les jets, avec une tache de sang, peuvent impliquer des dégâts. Nous verrons cela juste après. S'ils infligent un dégât, on monte d'un cran sur la piste de victoire. Si le niveau sur la piste est alors supérieur ou égal à 0, on applique une touche à l'adversaire. Ainsi, et c'est important, si on commence en négatif sur la piste de victoire, alors les premières touches font monter notre marqueur sur la piste, mais sans infliger de dégâts, tant que l'on n'atteint pas la valeur de 0 sur la piste. Voyez cela comme des manœuvres efficaces qui donnent un avantage à un camp sur le terrain et permettront ensuite d'imposer des dégâts à l'adversaire. Les jets qui obtiennent l'icône Bayonet and Tomahawks auront un résultat en fonction du type d'unité qui attaque. Oui, c'est un peu complexe. Regardons dans le détail. Si c'est une brigade métropolitaine qui l'obtient, elle peut enlever une milice s'il y en a. Si en face il y a une brigade qui peut recevoir une touche, alors on monte les points de victoire, on applique une touche à une brigade, si le marqueur le permet, en priorisant les brigades métropolitaines. Les autres brigades, elles, ne feront qu'enlever une milice, sans appliquer de touche ni faire de gagner de points de victoire. Si une unité qui fait ce résultat a une forme ronde mais n'est pas une flotte, donc pour les artilleries, les forts et les bastions donc, on fait pareil que pour les brigades métropolitaines. Si on a la possibilité de toucher une brigade adverse, on marque un point de victoire, et si possible, on applique la touche en priorisant les brigades métropolitaines. Notez, et c'est très important, que c'est une des seules façons pour qu'une unité de forme ronde inflige des dégâts à une unité de forme carrée. La forme des unités étant discriminante pour les combats, un tel résultat est donc important. Si l'attaquant est une flotte, le joueur qui obtient ce résultat peut bouger une flotte non éliminée vers un espace côtier ami où il n'y a pas de combat, en suivant les priorités de retraite de flotte. Oui, en plein combat, on peut déplacer une flotte. Curieux, hein? Enfin, si c'est une unité légère, triangulaire donc, ou une milice qui obtient ce résultat, il ne se passe rien. Ouh, ça fait beaucoup de cas juste pour un certain type de résultat.
Le suivant, le drapeau est bien plus simple. Si on obtient un drapeau, on monte sur la piste de victoire d'un cran. On a manœuvré pour prendre la supériorité. Cela ne fait pas de perte à l'adversaire, mais nous rapproche de la victoire. Et le dernier résultat possible, la face blanche, avec un petit croissant, est tout simplement un échec. Si on obtient ce résultat durant une relance permise par un commandant, il faut vérifier si le commandant meurt. Nous verrons cela plus loin. Quand on parle de vérifier s'il y a une touche, c'est là assez simple. En cas de jet avec une tache de sang, il faut que l'unité qui attaque ait une forme qui corresponde à l'une de celles visibles, mais aussi qu'il ait une unité de même forme en face. Ainsi, une ronde aura 2 fois plus de chances de faire des dégâts puisqu'elles sont présentes sur les 2 types de faces avec tache de sang, sous réserve évidemment qu'il y ait une unité ronde en face. Alors sympa, hein, je vous l'avais dit, ce n'est pas simple. Et même pour les joueurs habitués, cette manière de gérer les combats déroute un petit peu. Voyons maintenant quelques informations complémentaires afin de densifier encore un peu tout cela. Déjà, qui applique les touches? C'est au joueur qui les subit de les appliquer en ciblant de préférence les unités qui ont déjà été diminuées. Quand il retire une unité, elle est placée dans la boîte de perte de sa faction. C'est le cas pour les unités légères, les brigades et les artilleries. Une flotte, elle, est renvoyée dans la réserve des flottes. Les bastions et les forts sont eux détruits définitivement. Attention donc à ne pas perdre trop de forts. Voici quelques rappels et notions complémentaires. S'il y a une brigade Highlands présente et que le joueur prend une perte sur des brigades métropolitaines, c'est automatiquement la brigade Highland qui subit la perte en priorité. Les bastions ne peuvent être touchés que par de l'artillerie. Un commandant est enlevé du jeu si toutes les unités de sa pile qui ne sont pas des commandants sont détruites. À chaque fois qu'une faction détruit une brigade métropolitaine adverse, elle pioche un jeton de guerre en Europe et garde parmi celui qu'elle a déjà eu ou celui qu'elle vient de piocher, le pion qu'elle veut garder, par préférence. Parlons maintenant des relances de dés. Une unité qui n'a pas lancé un drapeau ou causé une touche pourra relancer son dé une fois dans le cas suivant. S'il s'agit d'une brigade Highland, si un événement de carte lui permet, si, durant le combat, il y a un commandant du même camp, offrant une relance aux unités de la même forme que l'unité qui a lancé le dé, que toutes ces relances n'ont pas été utilisées. Si c'est le cas, déplacez le commandant d'un cran sur sa piste et relancez le dé. Notez qu'une unité ne peut relancer en tout le dé qu'une seule fois. Si plusieurs relances sont possibles, à vous de choisir laquelle avant de jeter le dé. Lorsque l'on utilise une relance de commandant et que le dé obtenu est un échec, il faut vérifier si le commandant ne meurt pas dans l'affaire. On relance alors le dé, et si c'est de nouveau un échec, le commandant meurt dans la bataille et est retiré de la partie. Si un autre commandant était présent dans la pile, il peut remplacer le commandant décédé. On le positionne soit sur la case des relances restantes du précédent commandant, soit sur la case de ses propres relances en choisissant la valeur la plus basse. Voilà, on s'est allègrement tapé l'un sur l'autre, on a jeté des dés et vérifié à chaque fois si on arrive à faire des touches, et à qui, et la fin de la bataille approche. Mais qui a gagné? L'attaquant gagne la bataille si son score est strictement supérieur à celui du défenseur. Autrement, c'est le défenseur qui gagne. Notez qu'une pile qui disparaît au combat perd celui-ci, même si elle était censée avoir gagné. Si les 2 piles sont anéanties, c'est une victoire du défenseur. Maintenant que le combat est terminé, il faut gérer l'après-combat. Et là encore, il y a du boulot. Cela commence par la déroute. Il y a déroute si le perdant a au moins 3 points d'écart sur la piste de victoire avec le score de l'attaquant, ou si le défenseur perd une bataille où le dernier baston présent sur le lieu du combat est détruit. Si ces 2 conditions sont remplies, le défenseur perd toutes ses unités non légères et les unités légères subissent la pénalité de déroute. Si seule la première condition est remplie, la pile subit une pénalité de déroute. La pénalité de déroute implique ici qu'on place sur la pile un marqueur de déroute. Une unité de la pile de déroute est détruite, au choix du possesseur de la pile, mais avec une priorité sur les artilleries, et en dernier choix possible les unités indiennes. Si un fort de la nation en déroute était sur place, il peut être remplacé par un fort de la nation adverse. Un marqueur de déroute est unique, on ne peut pas en mettre plusieurs, et ce marqueur a les conséquences suivantes sur la pile. Elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas non plus conduire de raid, elle ne peut rassembler les troupes, elle ne peut faire de construction, elle ne peut se déplacer dans un espace ennemi qui était déjà sous son contrôle, et elle subit une pénalité au combat. C'est ensuite le moment de la retraite, pour la pile du perdant, si la dite pile a survécu évidemment. Les unités en retraite doivent se conformer mais aux restrictions par type, le maximum de points de mouvement des unités,
mais peuvent ignorer les restrictions des types de connexions et de limites de transport de troupes. Pour effectuer la retraite et savoir où se positionner, il faut respecter les tableaux de priorité de retraite. Là encore, il va falloir se concentrer. Tout d'abord, notez que toutes les unités de la pile doivent retraiter dans le même espace. Si vous avez plusieurs retraites possibles avec la même priorité, vous pouvez choisir celle de votre choix. Par contre, si une pile ne peut satisfaire aucune des priorités, alors toutes les unités non légères sont détruites. Oui, toutes. Ça pique très très fort. Pour l'avoir déjà vécu, ça fait très mal et ça laisse clairement un arrière-goût au fond de la gorge. Si après ce massacre, il vous reste des unités légères, revérifiez les priorités et effectuez une retraite si elles peuvent le faire. Sinon, elles sont aussi détruites. Oui, la retraite peut vite tourner en boucherie si vous ne faites pas attention à vos voies de retraite. C'est extrêmement important. On a deux tableaux différents, que l'on soit l'attaquant ou le défenseur. Les deux sont très semblables. On commence par regarder s'il y a possibilité de faire une retraite navale. Cette retraite vous simplifie la vie. Si vous avez des navires dans votre pile, vous faites alors une retraite navale en premier lieu. Elle vous permet de retraiter vers un espace côtier sans unité adverse avec un ordre assez simple. En priorité, un home space ami. Ensuite, un espace côtier ami accessible par les mers qui vous sont ouvertes. Puis, n'importe quel espace côtier sauvage accessible par les mers qui nous sont ouvertes. Si rien ne va, les unités vont dans la boîte de navigation. Comme on le voit, avoir des navires dans la pile permet donc, dans tous les cas, de survivre au combat. C'est important. La priorité suivante, si on n'a pas de flotte, est différente. Regardons en premier pour l'attaquant. Il doit retraiter dans une des zones adjacentes au combat, par lequel au moins une de ses unités est venue au combat, mais, c'est là la subtilité, cet espace doit être ami et libre de troupes adverses. Si vous venez au combat avec une grosse pile et que l'adversaire utilise la mobilité de ses troupes légères pour vous encercler, vous l'avez dans le baba. Enfin, l'attaquant, s'il ne peut pas suivre cette priorité, va suivre la table des espaces adjacents pour chercher une solution. Le défenseur, lui aussi, devra suivre cette table, mais avec une subtilité qui peut être bourrine. Il ne peut pas retraiter via un espace par lequel un adversaire est rentré au combat. Et cela, même s'il n'y a pas d'unité dedans, au moment de la retraite. Et là, ça peut faire très très mal. Là encore, j'ai testé pour vous et je confirme que ça fait bien mal. Ne me remerciez pas. La table d'espace adjacent est assez simple. On va choisir un espace par ordre de priorité, selon ce que l'on arrive à faire. Notez que le point 5 amène la possibilité de retraiter vers des ennemis ou un combat. Si vous en arrivez là, c'est plutôt mauvais signe en général. Si on retraite en causant un débordement, on subit malgré tout autant de pertes que d'unités et de milices qui étaient sur cet espace, qui sont elles-mêmes détruites dans l'affaire. Tant qu'à être dans la boucherie, autant y aller franco. Enfin, le joueur qui retraite, s'il avait un fort et si sa pile n'est pas en déroute, décide si le fort est détruit ou change de main et devient un fort adverse. Cela clôt la partie retraite. Une fois que la séquence de retraite est terminée, si l'espace où a eu lieu la bataille change de main, on pense à le signaler. Et si nécessaire, on ajuste les points de victoire si c'est un home space qui change de main. On enlève les marqueurs de bataille, de milices, de débarquement et de réunion de troupes. On remet les commandants sur leurs troupes respectives. Enfin, on regarde s'il y a une désertion indienne. En effet, si des Indiens font partie de la pile de l'attaquant et qu'ils gagnent en prenant le contrôle d'un fort ou d'un espace colonisé adverse, on retire aléatoirement une des unités indiennes de l'attaquant pour la placer dans la boîte des pertes. Les Indiens font un piège en règle et retournent à leur village avec leur butin, laissant une partie des troupes de l'attaquant en plan. Et voilà, on a enfin fini le combat, je vous avais prévenu, c'est du costaud et il y a plein de choses à voir. La communauté autour du jeu a heureusement prévu quelques aides indispensables. Je vous invite à faire un tour sur la page dédiée au jeu sur Board Game Geek, et notamment dans la section fichiers où vous trouverez votre bonheur. La fin d'un tour impose quelques traitements, à commencer par la vérification du ravitaillement. Les homespace amis et les flottes amis sont considérés comme des sources de ravitaillement valides. Une pile est considérée comme ravitaillée si elle est sur une des sources de ravitaillement, ou bien que toutes les unités de la pile peuvent utiliser les mêmes connexions pour tracer un chemin jusqu'à une source. Ce chemin peut emprunter les routes et les grandes routes. Les sentiers, si la pile n'est composée que d'unités légères. Les espaces amis. Les avant-postes adverses s'ils ne contiennent pas d'unités ennemies. Les espaces sauvages qui ne contiennent pas d'unités ennemies. Une pile qui ne parvient pas à connecter toutes les unités
la composant se voit ajouter un marqueur out of supply. Ce marqueur donne un malus pour les combats et interdit à ces unités de lancer une construction. On peut ensuite tenter de rallier les piles qui ont été mises en déroute. Pour chacune des piles concernées, on va lancer un dé. On lancera systématiquement un dé et si un commandant est membre de la pile déroutée, on rajoutera un dé par bonus porté par le commandant, quel que soit le symbole des bonus. Si la pile n'est composée que de troupes légères et accessoirement de commandants ou d'un fort, on ralliera les troupes sur un drapeau ou une face baïonnette and tomahawks. Pour toute autre composition de pile, seul le drapeau permettra de rallier la pile. En cas de ralliement, on enlève le marqueur de déroute de la pile. Lorsque les flottes arrivent à la fin de l'hiver, elles apportent avec elles des renforts. On va donc commencer par tirer les renforts, puis, dans un second temps, les placer. On va distinguer 3 sacs de pioches. Un premier servira pour les flottes, on y trouvera les flottes anglaises et françaises mélangées, et potentiellement des pions des aléas de guerre, vagaries of war dans la langue de Shakespeare. Le second sac contient les brigades métropolitaines anglaises et d'éventuels pions d'aléas, et le dernier, les brigades métropolitaines françaises et là aussi, possiblement, des aléas. Les aléas de guerre sont des pions qui pourront modifier votre pioche, soit en vous permettant de choisir d'autres types de renforts, soit en annulant tout simplement un renfort. La composition des 3 piles de pioches va dépendre du scénario que vous jouez. Nous les regardons en détail plus tard. De même, les scénarios vont vous indiquer combien vous devez piocher dans chaque pioche chaque année. Certaines années seront plus prolifiques que d'autres, à moins que les vagaries of war viennent y mettre leur grain de sel. Ceux-ci sont d'ailleurs décrits dans un tableau dédié. Lorsque vous tirez les brigades de renfort, celles qui ont une demi-lune dorée visible arrivent avec un commandant, que vous tirez au sort. Il n'arrivera au même endroit que la brigade qui l'accompagne. Enfin, il est temps de placer les unités que l'on vient de piocher. L'Anglais est toujours le premier à placer. Il doit placer ses flottes dans un space côtier, qu'il soit ami ou capturé à l'ennemi. Si vous n'avez pas de tels espaces disponibles, il faudra se référer à la table de retraite navale qui donnera d'autres endroits possibles. Une fois ces flottes placées, les autres renforts sont placés et ne peuvent l'être que sur les endroits où des flottes viennent d'arriver, et cela sans limite. Dans l'hypothèse où vous avez des renforts terrestres qui arrivent mais que vous n'avez plus de flotte, placez-les sur un espace côtier que vous contrôlez. Au printemps, les Anglais peuvent aussi lever des troupes coloniales. Il s'agit des brigades marron. Pour savoir combien de brigades vous pouvez lever ce tour-ci, référez-vous au scénario que vous êtes en train de jouer et à l'année en cours. Piochez le nombre de troupes coloniales indiquées, traitez les aléas de la guerre éventuels. Une fois vos troupes déterminées, placez ces troupes ainsi que celles présentes dans la boîte des brigades coloniales débandées. Placez les brigades dans les espaces qui leur sont attribués. Les brigades possèdent le nom de la colonie où elles apparaissent. Elles peuvent être placées dans n'importe quel espace possédé au sein de cette colonie. Les unités légères peuvent apparaître dans n'importe quel home space anglais, sans restriction de colonie. Qui dit guerre de 7 ans en Amérique du Nord dit forcément contraintes climatiques, car les hivers là-bas sont des plus rigoureux. Aussi, pour représenter cela, il y a une phase d'hivernage où les armées des belligérants vont devoir retourner dans leur foyer pour passer l'hiver. On va commencer par vérifier les conditions de victoire du scénario. C'est à ce moment-là qu'il est possible de gagner la partie. Si la partie continue, on doit alors traiter les retours au quartier d'hiver en commençant par le joueur britannique. On va procéder par étapes. On commence par retirer les pions de raid des espaces raidés durant l'année. Puis c'est au tour des marqueurs out of supply et des routes. On rapatrie les flottes dans la boîte de navigation vers un home space côtier ami et si c'est impossible, on suit la procédure de rapatriement maritime. On ramène toutes les unités indiennes, qu'elles soient sur le terrain ou dans la boîte des pertes, dans son village, mais uniquement si celui-ci n'est pas indiqué comme occupé. On rapatrie les brigades coloniales vers la boîte des brigades coloniales disbanded en conservant leur état actuel. On traite ensuite le retour aux colonies pour les piles de troupes qui ne sont pas sur des home space amis. Ce mouvement est gratuit, ne requiert pas de points de mouvement, doit se conformer au type de route que les unités peuvent utiliser, mais n'est pas soumis à une limite de points de déplacement ni à une limite de troupes par type de route empruntée. Il n'est pas influencé par la présence d'unités ennemies ou de home space contrôlées par l'ennemi. Concentrez-vous, cela va maintenant devenir un peu plus lourd. Pour chaque pile que l'on déplace, on va procéder de la manière suivante.
On la déplace vers la plus proche de ces deux options, soit un home space ami, soit un espace qui contient une flotte ennemie. Si la pile contient une flotte amie, elle peut rester là où elle est. Si plusieurs espaces répondent à des critères avec la même distance, le possesseur de la pile décide où aller. Une pile sur un espace côtier qui n'arrive plus à aller plus loin reste là pour le moment, jusqu'au point suivant. Toute pile de troupes qui est encore sur un espace côtier qui n'est pas un home space peut alors rejoindre un espace côtier d'une colonie contrôlée par le joueur. Toute pile qui ne peut résoudre ce mouvement utilise alors la retraite en suivant les priorités de retraite de flotte. Tout commandant peut désormais être redéployé vers une pile dans un home space colonial, obligatoire pour tout commandant sans troupes avec eux. Enfin, dans tous les espaces, on combine les unités de même type qui sont réduites pour les compléter. Et on fait pareil dans la boîte des unités coloniales dissoutes. Et on a enfin fini le retour aux colonies, c'est l'une des parties les plus complexes du jeu. Et en fait non, vous pensiez vraiment que c'était fini? Il y a une exception. Durant les étapes 1 et 2, des unités peuvent rester en arrière si elles répondent à une des deux conditions suivantes. S'il s'agit d'un espace non colonisé avec un fort ami, une unité peut rester sur place. S'il s'agit d'un espace ennemi colonisé que vous contrôlez, vous pouvez laisser autant de brigades sur place que la valeur de points de cet espace. Toute unité d'un autre type peut rester sur place. Voilà, on a enfin terminé le retour au quartier d'hiver. On va ensuite remettre à zéro les cartes de chacun. Chaque joueur défausse sa carte de réserve. Les cartes avec des années sont retirées des paquets si nécessaire. Celles qui doivent à l'inverse être ajoutées pour certaines années le sont maintenant. On mélange les cartes jouées, défaussées et les nouvelles cartes dans les paquets dédiés pour former les paquets pour la nouvelle année à jouer. Enfin, si on joue un scénario qui dure plusieurs années, on ajoute maintenant les unités indiquées sur chaque carte de scénario des deux camps. Comment gagner? Nous avons décrit le déroulement d'une année et le nettoyage de fin à travers le retour dans les chaumières. Mais tout ça, pourquoi au final? Quel est le but pour chaque camp? La victoire est déterminée par la piste des points de victoire en haut du plateau de jeu. On déplacera le marqueur de points de victoire dans un sens ou dans l'autre en fonction des points que l'on marquera durant la partie. Et on marquera notamment des points de la manière suivante. En prenant le contrôle d'espace de victoire. Pour rappel, ils sont entourés de jaune. Cela rapporte autant de points de victoire qu'indiqué sur la carte. En atteignant le bout de la piste de raid, on marque un point de victoire et on met le marqueur de raid à 0. En scorant des points de bonus comme défini sur la fiche de scénario de notre pays. Et grâce à des jetons War in Europe, si la valeur est supérieure à celle de l'ennemi. Ce sont les 4 manières de gagner les points de victoire. Chaque scénario va aussi donner les scores nécessaires pour la victoire automatique en fonction des années. En effet, à partir d'un certain niveau, on considère que le camp gagne automatiquement, son adversaire ne pouvant plus revenir. Au début du traitement de l'hivernage, chaque camp score éventuellement son bonus de fin d'année selon ce qui est défini par le scénario. On ajoute ensuite les points de victoire en fonction des tokens War in Europe. Le score est la différence entre le token d'un camp moins celui du camp d'en face. S'il y en a, sinon il compte pour 0. On peut donc gagner chaque année jusqu'à 2 points de victoire, grâce à des jetons de guerre en Europe, mais cela nécessite évidemment de cibler les brigades adverses. À ce moment, on vérifie alors si le score a atteint le minimum demandé par le scénario pour l'année en cours, afin d'obtenir une victoire automatique. Pour ce qui est des camps, leur manière de gagner va être bien différente. Sur la grande campagne, le Français doit taper vite et fort, car s'il veut gagner, il a globalement 2 tours avant que les choses ne se compliquent. Il peut évidemment gagner en fin de partie, mais cela ne sera possible que si le début de partie a été bien géré. L'idée est de porter au maximum le combat chez l'anglais, de prendre des home space et de s'y cramponner. Prenez-le avec les masses de troupes légères. L'anglais, n'en ayant pas beaucoup, au combat il ne pourra pas vous faire de pertes avec ses brigades, sauf catastrophe. Visez donc aussi les troupes légères anglaises dès que possible pour ne pas leur laisser le temps de vous gêner. Ne faites pas de raid avec les Indiens durant les premiers mois, gardez-les pour faire de la masse, car si leurs raids réussissent, la troupe n'est plus disponible jusqu'à la fin d'année. Si vous avez la possibilité de faire des raids qui rapportent, faites-les d'abord avec les troupes légères françaises, et en fin d'année, sur les 2 ou 3 derniers mois, là, vous pouvez y aller avec vos Indiens. Il faut clairement appuyer là où cela fait mal et forcer le trait
avec le point fort du français, sa masse de troupes légères et déplaçables. Pendant ce temps, utilisez vos brigades pour fortifier vos points d'entrée et défendre les fortifications. Si l'anglais arrive en force sur vos fortifications, n'hésitez pas à remplacer vos brigades par de l'infanterie légère. A l'inverse, l'anglais, lui, va subir les premières années. Il manque de troupes et surtout de troupes légères. Si le français gère bien, il risque de vous forcer à passer votre temps à devoir reconquérir les spaces occupés. L'anglais doit faire le dos rond. Évitez de remettre des troupes légères à portée du français et trouver d'autres choses à faire. Une fois les brigades coloniales levées, il commence à avoir un peu de masse pour faire quelque chose. La première est de fortifier dès que possible les spaces qui rapportent des points, pour éviter les rushs trop faciles pour le français. Deux axes sont ensuite à privilégier. Renforcez vos défenses en Nouvelle-Écosse et commencez à construire des routes pour y aller depuis vos colonies principales. Cela vous permettra d'inonder la zone avec des brigades pour prendre le contrôle du nord. C'est un objectif à moyen terme, mais qui se prépare rapidement. Vous pouvez aussi commencer à mettre la pression sur le français au centre, en faisant avancer vos brigades et vos canons vers Ticonderoga. Il est aussi possible de passer par Oswego, mais cela risque de facilement exposer vos ravitaillements et vous n'avez pas envie d'avoir vos troupes coupées de celui-ci sitôt dans la partie. Je ne recommande pas un rush maritime vers Louisbourg avant la troisième année. Usez plutôt le français avant, là où vous pouvez, et réunissez assez de troupes pour qu'une fois que vous lancez l'assaut à Louisbourg, cela soit efficace. Car vous aurez besoin de cette plateforme pour accéder au Saint-Laurent. Et si le français décide de le défendre au maximum, en vrai c'est tout bénef pour vous, car il n'aura pas ces troupes-là pour protéger le centre. Patience est le mot-clé pour l'anglais, là où célérité est celui du français. On a une forte asymétrie entre les deux clans, qui guidera votre manière de jouer, et donc de gagner. Il est maintenant temps de se pencher sur le scénario mis à disposition, justement. Ils sont au nombre de 4. La petite guerre de Vaudreuil qui couvre 1755. Le pari de Lundum qui déroule en 1757. Amherst Juggernaut qui va de 1758 à 1759. Et enfin, la campagne complète de 1755 à 1759. J'ai forcément une préférence pour la campagne complète qui oblige à s'économiser, à ne pas foncer pour obtenir un objectif juste avant la fin du scénario, mais les 4 scénarios sont jouables et jouer sur un an pour découvrir les mécanismes du jeu présente un certain avantage. Chaque camp a 4 pages de scénario présentant pour chacun les cartes à utiliser dans le scénario, les points de victoire du camp en début de scénario, le nombre de renforts récupérés chaque année, le placement initial des troupes, les réserves de pions à préparer, les bonus de points que l'on peut obtenir à la fin de chaque année, important pour essayer de grappiller des points même quand on est dans une situation compliquée, et la liste des choses à faire lors du Winter Quarter pour les scénarios couvrant plusieurs années. On a donc pas mal d'infos qui varient d'un scénario à l'autre, ce qui explique la nécessité d'avoir 2 cartons d'aide par nation. Faites-vous la main sur un petit scénario et une fois familier avec les bases du jeu, lancez-vous sur une campagne complète. Notez que sur la campagne complète, le français a l'avantage sur les 2 premières années et qu'ensuite la tendance s'inverse de plus en plus lourdement. Cela se reflète sur les points nécessaires pour gagner pour les 2 camps au cours de la partie. Prêtez donc bien attention chaque année au niveau de victoire automatique de chaque camp. Les scénarios plus courts sont eux plus équilibrés. Bien, nous avons fait le tour du jeu. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt fourni malgré sa taille plutôt modeste en termes de composants et si vous voulez lancer une campagne complète, vous allez en baver pour réussir vos objectifs, d'autant plus si le joueur en face est du genre retors. Déjà, sachez que le jeu est disponible sur Board Game Arena, une plateforme en ligne permettant de jouer à de nombreux jeux de plateau avec d'autres joueurs, soit au tour par tour sur plusieurs jours, soit en temps réel. C'est une très bonne chose que de voir les marques autoriser le portage de leurs jeux, comme le fait ici GMT grâce à un bénévole qui travaille pour leur compte. J'ai pu jouer au jeu sur Vassal, où le portage est plutôt bien fait, mais aussi de nombreuses fois sur BGA, où j'ai fini par arrêter car le jeu avait des bugs qui m'ont ruiné plusieurs parties. C'est sans doute déjà corrigé, mais passer plusieurs jours pour perdre sur mes dernières actions à cause d'un bug, c'était frustrant. Et justement, parlons de frustration. Le jeu peut être parfois extrêmement frustrant. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, les dés. On n'a pas énormément de troupes.
Donc si la poisse nous accompagne, cela peut vite devenir un calvaire où on regarde l'autre camp faire ce qu'il doit en réagissant comme on peut. Ensuite, les événements. Ils peuvent être punitifs. Si en plus cela se combine avec de la poisse au dé, c'est la misère. Enfin, le français. Le français est le plus dur à jouer des deux camps. S'il veut gagner, il doit le faire vite. Mais il suffit que vous ayez la poisse et cela devient vite un enfer. Autant sur les petits scénarios, cela ne pose pas trop de problèmes, mais dès que l'on aborde la grande campagne, là, le jeu peut vraiment atteindre des niveaux de frustration assez élevés. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Évidemment, l'inverse est aussi possible. Mais les facteurs chance importants sur plusieurs éléments du jeu en même temps font que cela peut se cumuler et causer une belle frustration. Cela ne m'a pas empêché de faire quelques dizaines de parties sur BGA, mais il faut le savoir, l'accepter et subir quand cela arrive en se disant que la prochaine partie, ce sera autrement. C'est une raison de plus, je pense, pour se faire la main sur un scénario d'une année avant d'entamer la grande campagne. Malgré la frustration, et même en partie à cause de cela, le jeu est très bien et retranscrit bien les problématiques des deux camps à l'époque. Le français doit tenter des coups très tôt, avant que l'Angleterre ne rentre vraiment en pleine puissance. Les problématiques de déplacement sur ce vaste continent encore sauvage sont elles aussi bien mises en place. On ne peut pas tout faire ni déplacer nos troupes comme on le voudrait. En ce sens, le déplacement point à point est bien utile puisque c'est ainsi que l'on faisait, on suivait des pistes, quitte à ouvrir ensuite de nouvelles routes d'accès, ce que les Anglais ont fait. Je suis un peu amer dans cette conclusion, mais notez bien que ce n'est pas parce que le jeu est mauvais, loin de là. Le matos est de qualité, le jeu fonctionne bien, mais je pense qu'il n'est pas forcément fait pour moi et surtout que j'y ai trop joué en trop peu de temps. Du coup, j'ai sans doute fait une petite overdose du jeu et je me suis focalisé sur ce qui me gêne, à savoir l'apport importante de chance. Les cadors du jeu répondront sans doute qu'elle n'a pas tant d'importance que ça, et même s'ils ont sans doute des œillères, ils n'ont pas totalement tort, mais l'influence de la chance est trop présente à mon goût. Malgré tout, j'aime bien le jeu. Il retranscrit bien certains des points clés de l'époque. On a de vrais choix à faire et une vraie tension qui peut rapidement s'installer. C'est une belle aventure qui est proposée là et assez facilement accessible. J'y rejouerai sans doute, mais pas en ligne, face à des bruits qui ne font que ça, mais plus en physique, un joli plateau sous le nez, un joueur avec qui plaisanter et surtout un rythme plus adapté. Je le redis encore, malgré le côté très négatif de cette conclusion, sans doute dû à mon overdose de jeu et de Leven, il est réussi, il est plutôt sympa à jouer et m'a sorti de ma zone de confort hexagonale. Alors allez-y, ne vous laissez pas freiner par mon retour d'ours mal léché et tentez l'expérience. Pour accompagner votre découverte du jeu et de ce théâtre de la guerre des 7 ans, je vous conseille de lire La guerre des 7 ans d'Edmond Diembowski. C'est un excellent ouvrage qui vous aidera à comprendre ce qu'on appelle parfois la première vraie guerre mondiale et ses différents théâtres, les fortes implications des sociétés anglaises et françaises et le bordel sans nom que cela a été. Vraiment une très très bonne lecture. C'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir pu clarifier avec vous les règles. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me signaler toute erreur ou omission. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Wargame. Merci, à bientôt.